Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à Causer, qui est la chronique culturelle montréalaise qui a lieu chaque dernier dimanche du mois lors de la lors de l'émission Les Dimanches d'Asma. Donc, la chronique Causer, elle est animée par moi, Sly Toussaint, et présentée par le Centre Toussaint qui a pour mission de faire connaître la culture haïtienne dans une vision panafricaine. Donc, au Centre Toussaint, il y a des cours de créole haïtien, d'histoire d'Haïti, mais aussi d'histoire de l'Afrique, parce que notre histoire ne commence pas avec l'esclavage. On a des cours de danse, de musique, de cuisine haïtienne, et j'en passe. Donc, ce qu'on adore faire dans la chronique posée, c'est vous amener des gens super intéressants, des gens qui vraiment tapissent la culture canadienne, québécoise, afro et qui vraiment l'enrichissent. Et aujourd'hui, on est avec une invitée très, très, très spéciale qui s'appelle Shana Aristide. Donc, je vais laisser Shana se présenter. Bonjour tout le monde, bonjour Sly, merci de m'avoir à l'émission aujourd'hui. Je suis vraiment contente, vraiment excitée d'être là. Je m'appelle Shana Aristide, je suis née de parents haïtiens, donc mes deux parents sont en Haïti et je suis née à Montréal et je suis une écrivaine. J'ai tout récemment publié ma première œuvre littéraire, le recueil de nouvelles Sœur d'ébène. Fantastique! Donc, pour ceux qui regardent aussi sur YouTube ou sur les autres plateformes, j'ai montré la belle couverture du livre. Alors, je remontre encore. Donc, oh, voilà, nous deux en là, c'est ça. Donc, écoute, aujourd'hui, on va faire un petit parcours un petit peu chronologique. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es toi? Donc, peut-être un peu ton background, tes études. Est-ce que tu as étudié spécifiquement pour devenir auteur? Est-ce que tu as toujours su ou toujours voulu devenir auteur? Euh, Est-ce que j'ai toujours su que j'allais être auteur? Je suis pas complètement sûre de ça. Je pense que je l'ai senti parce que j'ai toujours beaucoup écrit, mais je pensais peut-être pas me rendre à la publication d'un livre, donc j'en suis très fière. Moi, j'ai grandi à Montréal, j'ai grandi à Montréal-Nord, et puis une fois à la sortie du secondaire, quand il fallait choisir quel métier on voulait faire, je me suis dit, bon, j'ai pas nécessairement envie d'aller à l'université, je dois trouver un emploi assez rapidement. Donc, j'ai regardé la liste des techniques qui étaient disponibles sur, je pense que même ça m'a envoyé genre sur Wikipédia, techniques au Québec, là. Puis, j'ai regardé la liste, je me suis arrêtée sur la profession d'inhalothérapeute. Donc, j'ai pratiqué comme inhalothérapeute pendant 7 ans. Ensuite, je me suis réorientée, j'ai travaillé comme rédactrice d'articles de blog à mon compte et depuis tout récemment, je travaille comme adjointe administrative, assistante coordonnatrice de le titre exact dans une firme d'ingénierie. Et puis, je dirais que moi, j'ai toujours écrit. Donc, écrire, Mm. c'est quelque chose qui faisait partie de mon quotidien. Je faisais des boîtes récemment, je vidais des boîtes, puis j'ai vu comme mon premier livre où est-ce que j'écrivais mes poèmes. Et puis, ceux qui étaient là au lancement, donc le lancement a eu lieu le 30 novembre 2023, le lancement de Sœur d'Ébène. Bon, ben, j'ai parlé de Stories, qui était une série que je publiais sur mon blog. Donc, à chaque semaine, il y avait des parties, genre part 1, part 2, puis j'étais comme en secondaire 1, secondaire 2. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'écrivais, que mes amis suivaient, ils commentaient, je veut savoir la suite de l'histoire et tout. Puis sinon, j'ai toujours fait de la tenue de journal, écrire mes pensées, c'est un moyen pour moi juste m'exprimer. Et c'est ça. Puis dans le fond, là, comme le début de l'écriture de Sœur d'Ébène, c'est arrivé durant mon congé de maternité. Mm. J'étais en congé, je me dis, Chana, t'as toujours voulu écrire un livre, c'est le moment, allez, lance-toi. Fait que j'ai profité de ce temps de pause que j'avais où est-ce que je ne travaillais pas, que j'étais à la maison, je m'occupais de mon bébé pour me créer une routine d'écriture. Et c'est durant ce moment-là que j'écris le recueil de nouvelles Sœurs d'Ébène. Fantastique. Oh, super beau parcours, Shana. Moi, je pense qu'on pourrait même appeler l'épisode d'inhalothérapeute à auteur. Mais je ne sais pas si ce serait vraiment réel parce que tu dis que tu écris depuis très longtemps. Et moi, ça Mhm. m'intéresse vraiment de savoir des fois un peu, voilà, qu'est-ce qui pousse en fait à l'action finale. Puis aussi, euh,
en termes d'études aussi, parce que souvent, on vit notre enfance, on vit un parcours académique surtout, puis on n'est pas nécessairement sur le chemin sur lequel on va finir, en fait. Donc, moi, j'aimerais savoir une question en deux volets. Premièrement, est-ce que tu as des études quelconques ou tu as pris des cours là-dedans? Et la deuxième partie, c'est a-t-on besoin de cours pour pouvoir faire ce que toi, tu fais aujourd'hui? Ben, je dirais que moi, je suis quelqu'un qui aime aller à la recherche de l'information. C'était vraiment important pour moi de, en écrivant ces histoires-là, mais d'avoir un rendu de qualité, puis de me pousser à mon maximum. Donc, je suis allée chercher de la formation, au début de la formation très de base. Quand le sujet a commencé à m'intéresser, c'est de regarder des vidéos YouTube, de suivre des gens qui ont décidé d'être écrivains, puis de voir un peu qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce que se passe leur quotidien, c'est quoi, qu'est-ce qu'eux, ils ont appris durant leur parcours. Lire des articles de blog, ça aussi, je dirais que c'était le début. Et ensuite, moi, j'ai fait affaire avec une coach, donc une inspiratrice en écriture. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? C'était vraiment, elle m'aidait à avoir quelqu'un qui était, en anglais, on dit accountable. Donc, quelqu'un, Mhm. on avait des rencontres à chaque semaine en groupe et une rencontre à chaque mois en privé. Puis durant les rencontres de groupe, ben, avec d'autres personnes qui écrivaient leurs livres, ben, on se disait, OK, c'est quoi les défis auxquels tu as fait face cette semaine? Qu'est-ce qui t'a aidé? Est-ce que tu veux partager quelque chose? Donc, c'était vraiment de s'entourer d'une communauté qui m'a vraiment dit, OK, il y en a d'autres qui le font. Il y en a d'autres pour qui ils n'ont pas nécessairement étudié là-dedans. Il y en a d'autres pour qui c'est difficile, mais ils sont persévérants et ils se disent qu'ils vont aller de l'avant pour accomplir leurs rêves. Fait que ça, c'était super inspirant. Puis je dirais que ce que j'avais trouvé difficile aussi, c'était de rentrer une routine d'écriture. De me dire, OK, si j'écris mon livre, il faut pas que je me dise j'écris un livre, mais il faut vraiment diviser mon projet en petites étapes réalisables. Puis, avec ma coach d'écriture, donc elle s'appelle Elina m'avait dit, Shana, essaie de l'associer à quelque chose que tu fais quotidiennement. Donc, moi, j'allaitais ma fille tous les jours, mais il y avait surtout le moment où est-ce que je l'allaitais le soir pour l'endormir, où est-ce que, bon, on était relax, on prenait plus notre temps et tout. J'ai dit, ah ben, je vais écrire pendant que j'allaite. Puis comme j'écrivais sur un cloud, ben, je pouvais écrire sur mon téléphone. Donc ça a vraiment fait que régulièrement, même si j'écrivais 2, 3 phrases des soirs, j'écrivais quasiment tous les jours. Euh, Mhm. donc, je suis allée m'entourer d'une communauté. Je suis allée m'informer sur qu'est-ce qu'il y avait d'accessible gratuitement. Puis Mhm. par la suite, une fois que j'avais fait mon premier jet, donc que j'avais écrit mon livre au complet, puis que j'étais rendue à la phase de la réécriture, fait vraiment de passer à travers chacune des phrases, chacun des paragraphes, savoir est-ce que les mots que j'avais choisis, je voulais toujours les garder, est-ce qu'il y avait une façon d'enrichir mon texte, Mhm. des formations. Donc, j'ai trouvé une compagnie locale qui, eux, donne des formations en écriture. Puis, j'ai suivi un cours qui m'a aidé à parfaire ma plume, puis qui m'a aidé à voir comme pinpoint, genre vraiment ciblé, euh, Mhm. quels étaient les éléments sur lesquels je peux travailler. Qu'est-ce qui fait qu'un texte Mhm. est plus élevé? Donc, une chose que Mhm. j'avais vraiment appris qui m'a marqué jusqu'à ce jour, c'est vraiment, euh, elle m'avait dit, et on avait appris dans le cours, au lieu de dire, montrer. Donc, par Mhm. exemple, un personnage qui est vraiment fâché, au lieu de dire l'homme est vraiment fâché, mais de dire qu'est-ce que ça fait quelqu'un quand il est fâché. Fait que ça permet Mhm. au lecteur de se l'imaginer. Puis en se l'imaginant, il va comprendre tout de suite que le personnage était fâché. Puis il se trouvait que ça poussait un peu plus les textes. Alors, c'est ça. Mhm. Sinon, est-ce que les gens ont besoin d'étudier là-dedans? Je dirais pas du tout. Donc, pas besoin d'avoir un bac en littérature ou en création littéraire. Il y a beaucoup d'auteurs qui n'ont pas étudié dans ces domaines-là. Puis je pense que tout le monde a une histoire à raconter, des Mhm. histoires à raconter, quelque chose à dire. C'est le moyen de s'exprimer. Seulement, je pense qu'il faut être ouvert à aller chercher soit une communauté ou d'aller chercher de l'aide, de s'informer, un peu comme n'importe quoi qu'on fait pour la première fois, d'avoir un petit peu de guide Mhm. en termes de comment est-ce qu'on peut s'améliorer, comment est-ce que ça doit se faire. Mais sinon, le reste, le fond du texte, la créativité, ça part de soi et tout Ouais. le monde est créatif. Fantastique. J'aime beaucoup ça parce que, Shanna, tu parles d'un mélange d'apprentissage par soi-même, mais également d'aller s'entourer des gens qui connaissent le sujet puis qui sont capables de nous guider dans notre apprentissage. Alors, fantastique. Maintenant, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire Sœur d'ébène? Je veux dire,
tu l'as bien dit, on a tous des histoires à partager, mais les histoires, elles sont multiples parce que les êtres humains, nous sommes multiples, nous avons plusieurs facettes et on pourrait parler de tant de choses. Et toi, précisément, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire Sœur d'ébène? Donc, quand était venu le temps d'écrire un livre, je me suis dit, moi, j'aime ça lire les recueils de nouvelles. Pourquoi j'aime les recueils de nouvelles? Parce que c'est accessible. Donc, tu commences une nouvelle, avant de te coucher, tu peux avoir le temps de la terminer. Des fois, tu peux passer peut-être 2 jours dessus, mais c'est court. Puis une fois que la nouvelle est complétée, ben, tu as quand même eu une histoire, tu as quand même eu rencontré des personnages, vécu une expérience. Et puis, à travers un recueil de nouvelles, tu peux passer à travers multiples expériences, multiples histoires. Donc, moi, j'aimais ça. Puis, je dirais franchement, que j'étais comme, je vais parler de ça, 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 ça. Puis là, j'étais comme, ah, dans un recueil de nouvelles, je vais parler de tout ça. Fait que là, j'ai dit, j'en profiter. Donc, c'est de là que j'ai choisi d'écrire un recueil de nouvelles et pas nécessairement un roman ou un recueil de poésie. Mhm. Puis, par la suite, qu'est-ce qui m'a inspirée? Je dirais que j'avais envie de parler des relations interpersonnelles. Parce Mhm. que je trouve que les relations interpersonnelles, c'est ça qui fait notre vie. Je veux dire, notre vie est une succession de rencontres, d'échanges et d'apprentissages, non seulement de soi-même, mais des autres, et de soi-même à travers les autres. Wow, bien Donc, dit, bien dit. je voulais parler des relations interpersonnelles et puis je voulais mettre une petite touche à la Shana. Donc, une petite touche à la Shana, ça veut dire la culture haïtienne dedans, ça veut dire parler dans un contexte contemporain, dans un contexte qui se passe dans une ville comme Montréal, donc qui est vraiment au présent. Donc, Mhm. ça a commencé avec ça. Puis après, souvent, on me demande, OK, mais toutes tes histoires, les sujets que tu as abordés, pour de vrai, tout m'a inspiré. Donc, je veux dire que ça soit des histoires que j'ai entendues, des choses que j'ai vues, des choses que j'ai vécues. Comme, puis quand je dis j'ai vu, c'est comme soit dans ma famille, mes amis, mes collègues de travail, ce que j'ai vu aussi à la télévision, sur YouTube. Des fois, c'est des expériences, puis je suis comme, de cette expérience-là, comment est-ce qu'on peut agrémenter l'histoire, l'enrichir, rajouter de la sauce pour pouvoir passer un message clair. Fantastique. Alors, ça veut dire que toi, tu es d'accord avec la petite phrase drôle qui dit attention, je suis auteur, tu te retrouveras dans une de mes histoires. Ça se peut, ça se peut, ça se peut. Attention, attention. Fantastique. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, en fait, dans ton processus d'écriture? Qu'est-ce que tu as trouvé qui était ton plus grand défi que tu penses que, waouh, OK, attention, si vous écrivez un livre, si vous voulez sortir une œuvre, voici un truc que j'ai trouvé plus complexe que les autres. Je dirais que pour vrai, quand j'écris sur des bennes, le premier jet, donc la première fois quand je me suis assise à mon ordinateur et que je faisais juste écrire, 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 ça a vraiment bien été. J'ai commencé quand même réussi à le faire relativement rapidement. Mais Mhm. je dirais que le premier défi, non, le deuxième défi auquel je fais, parce que le premier défi, c'est de mettre l'écriture à ton horaire, puis de trouver une routine qui fait que tu peux Mhm. écrire tout le temps. Donc après, le deuxième défi, c'était la réécriture. Donc la réécriture, le processus où est-ce que tu repasses à travers le premier jet, que tu as vraiment écrit là, tu as laissé flow, toutes les idées, mais c'est d'analyser. Donc, Sœur d'ébène version 1, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi difficile. Qu'est-ce que j'ai trouvé difficile plus précisément? C'est c'est long, c'est quand même long parce que tu veux bien faire, tu veux prendre ton temps, mais c'est de voir, OK, je lis, ça c'est bon, mais de savoir comment est-ce que je peux le pousser à un niveau plus élevé. Donc, c'est beaucoup plus long la période de la réécriture, donc de passer au travers et d'améliorer son texte que toute autre chose, selon moi. Donc, c'est un gros défi et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis comme, OK, si je veux améliorer mon texte, mais je sais pas trop par où commencer, ben, j'ai décidé d'aller suivre la formation. Wow, fantastique. Merci de nous partager ton parcours d'auteur. Mais maintenant, ma prochaine question, elle est évidente parce que c'est le contraire. Donc, maintenant, tu dis que l'écriture, dans un premier temps, trouver une place à son horaire pour la mettre, c'est un défi en soi. Maintenant, une fois qu'on a terminé, on a accompli, on a réussi en fait à mettre l'écriture à son horaire et on a réussi à avoir un beau premier jet, maintenant, la réécriture de tout ça, c'est un autre défi.
Maintenant, du côté positif, ça a été quoi, en fait, dans tout ton processus, le moment ou la chose, l'action qui t'a donné le plus de joie, le plus de bonheur, que tu as le plus aimé? Donc, encore une fois, pour une personne qui est déjà passée par là aussi, peut-être que cette personne-là va se retrouver là-dedans, ou bien une personne qui aimerait peut-être publier bientôt son œuvre. Alors, un petit moment de joie, là. Il y a eu quand même plusieurs moments de joie. Je pense à chaque fois que je passais à une étape, que je finissais une étape, j'étais vraiment fière de moi, fière de ce que j'avais accompli, fière de ne pas avoir abandonné. Et je te dirais surtout fière de, comme, tu sais, surtout qu'on n'a pas étudié là-dedans, que c'est notre première expérience. Il y a beaucoup de syndrome de l'imposteur. Comme je suis passée Mhm. par là comme des milliers de fois. Mhm. Mais de ne pas avoir lâché, d'avoir rendu un produit de qualité, ça, c'était une fierté en soi. Mais je dirais, euh, d'abord, quand j'ai commencé à écrire le livre, j'en parlais un peu autour de moi, puis les gens me demandaient, puis j'en ai ton livre, puis j'en ai ton livre, puis j'en ai ton livre. Fait que ça m'a tenu accountable aussi. Mais de voir pour de vrai le gros high, c'était l'événement de lancement. Wow. À mon événement de lancement, de voir tous ces gens-là qui me demandaient, puis j'en ai ton livre, puis j'en ai ton livre, de voir qu'ils sont venus, qui m'ont encouragé. Moi, pour de vrai, mon événement de lancement, c'était mon high, là. Comme, les gens, ma famille, mes amis, des gens que j'ai rencontrés à travers les réseaux sociaux, des collègues de travail, de mes différents jobs, des gens avec qui j'ai travaillé sur d'autres projets en dehors de mon travail, de voir que ces gens-là sont venus me supporter, m'encourager, et de Hmm. voir tous les gens qui ont acheté mon livre et qui continuent de l'acheter, puis qui prennent le temps de le lire en plus, ça là, ça c'est, ça vient me toucher droit au cœur. Fait que ça, Wow. c'est le high là, le top. Le top. Une fois que tout est accompli, tout est imprimé, Ouais, le livre, il sent bon, il sent prêt. ouais. Et là, on peut enfin inviter tout le monde à venir voir le fruit du travail. C'est comme un baby shower de livres, genre. C'est comme un... C'est tout un événement, en effet. Fait que écoute, j'étais là, donc, mais j'étais pas la maman du bébé. Mais je peux seulement imaginer qu'est-ce que ça fait, en fait, de pouvoir présenter ça. Donc, toujours félicitations pour ce bel accomplissement, vraiment. Merci. Bon. Quand on parle de publication de livres, il y a un fameux sujet qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est l'édition, Mhm. la fameuse édition. Est-ce que toi, tu as été avec une maison d'édition ou tu as auto-édité et qu'est-ce qui t'a poussé vers ce choix? Donc, en effet, moi, genre, tu me diras si j'ai tort, mais il n'y a pas nécessairement de mauvaises réponses. Chacun a des avantages, des inconvénients. Mais pourquoi tu as fait le choix que tu as fait, en fait? Donc, on t'écoute là-dessus. Ben, je dirais que une fois que mon premier jet était terminé, puis j'avais commencé la réécriture, puis j'étais pas mal avancée, je me suis posé cette fameuse question. C'est sûr, j'avais déjà fait des recherches un peu sur YouTube, blog et tout ça, mais j'étais quand même il y avait deux options qui se présentaient à moi. J'étais plus favorable d'une, mais je voulais pas fermer l'autre. Donc, j'ai décidé d'avoir des conversations avec des gens qui ont publié. Donc, j'ai parlé avec des auteurs que j'ai rencontrés. Donc, j'ai vraiment reach out à des auteurs aussi que je connaissais peu pour savoir Mm. c'était quoi leur expérience, soit en tant qu'auteur indépendant, auto-édité, ou soit en tant qu'auteur édité en maison d'édition. Puis, comme tu as dit, il y a des avantages, des inconvénients, tout dépend de toi en tant que personne. C'est quoi, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire, qu'est-ce qui pour toi est un avantage, qu'est-ce qui l'est moins. Puis moi, j'ai fait le choix d'aller en tant qu'auteur indépendante, donc auto-édition. Donc, Mhm. auteur indépendant, j'aime plus que auto-édition des fois parce que j'ai pas tout fait tout seul. Je me suis quand même entourée de professionnels et des fois, j'ai l'impression que le mot comme auto, les gens ont l'impression que tu as tout fait toi-même. Donc, c'est ça. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? En tant que premier projet, je voulais vraiment, comment je pourrais dire ça, vivre l'envers du décor, les coulisses. Donc, Mm. savoir c'est quoi le processus de publication au complet. Donc, aller chercher son code ISBN, les droits d'auteur, comment est-ce que ça fonctionne, travailler Mm. avec un artiste pour faire non seulement la couverture, mais l'édition interne, la correction, la traduction. Tout ça, je voulais le vivre et je voulais faire des choix
Je voulais avoir vraiment la main mise à 100% dans ce projet-là. Et puis la main mise à 100%, ben, ça veut dire que je gère un projet. Alors, j'étais plus juste auteur, j'étais gestionnaire de projet, mais j'étais aussi la principale source de financement, la seule source de financement également. Donc, ben, j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience et j'encourage euh, à toute personne qui veut écrire, produire un ouvrage littéraire, de vraiment prendre le temps de s'informer et de parler avec les gens. Je pense aussi, moi, mon expérience de la communauté littéraire de Montréal, c'est que les gens sont très gentils, très ouverts, très prêts à partager leur expérience. Puis après, on est plus en mesure de prendre un choix, de prendre une décision éclairée. Fantastique. C'est vrai, tu as bien dit, parce que c'est un travail d'équipe de toute façon. Euh, Auto-édition, j'avoue, ça montre que c'est vrai que le mot auto renvoie à soi, mais ça renvoie aussi à une certaine forme de coordination de tout, aussi, on peut le voir comme ça, parce que, voilà, des fois, peut-être qu'en maison d'édition, voilà, ils vont dire, bon, on va faire la couverture comme ça, on va traduire avec telle personne, tu sais, donc, on perd l'autonomie. Donc, je pense que c'est de là Mhm. aussi que ça vient, peut-être, je Mhm. pense. Mais là, c'est bien que tu aies pu vraiment gérer ton projet toi-même de A à Z. On reste encore sur l'extérieur, sur tout ce qui est processus. Dans la deuxième partie, après la pause, on pourra rentrer vraiment dans l'ouvrage. Mais tu as parlé d'une magnifique équipe. Là, Oui. moi, quelque chose qui attire en premier, c'est la magnifique couverture. Même si Mhm. on regarde en arrière ou si on l'ouvre un peu comme ça, regardez-moi Mhm. ça. Est-ce que tu peux nous parler davantage de tout le processus mental, l'équipe, tout ça pour arriver à avoir une belle couverture comme ça? Je pense aussi que pour beaucoup d'auteurs, chaque ouvrage, en fait, c'est un passage obligé et c'est un peu la vitrine de ton livre, c'est ce qui fait que est-ce qu'on va le prendre sur les tablettes ou non? Voilà, donc c'est quand même une partie, je veux dire, qui compte pour beaucoup, qui compte pour vraiment beaucoup. Alors, je trouve que, étant donné qu'il y a tellement un poids qui est associé, j'imagine que ça a pris beaucoup de réflexion et on peut le voir, on peut le sentir dans la qualité aussi du travail qui a été effectué. Donc, j'aimerais vraiment que tu partages avec moi et avec les auditeurs un peu plus sur tout le processus de création de couverture de livres. Parfait, mais comme tu l'as mentionné, la couverture, c'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est ça qui peut faire qu'une personne va choisir de prendre ton livre sur une étagère. Donc, j'ai pris le temps d'y penser, puis je me suis dit, bon, d'accord, j'ai lu quelques articles, j'ai regardé des vidéos et j'ai regardé aussi les livres qui étaient dans ma bibliothèque. Puis, la couverture d'un livre, ça dit beaucoup sur les histoires ou l'histoire qu'elle renferme, que le renferme le livre, mais ça en dit aussi beaucoup sur le genre. Tu sais, des fois, Hmm. rapidement, on peut penser, si on regarde un roman policier, ben souvent, la couverture risque d'être plus comme noir et blanc, avec un peu de touche de rouge. Des fois, on va avoir des forêts, un petit personnage un personnage, mais plus petit. En tout cas, thriller aussi. Il y a comme un style. Un livre pour Mhm. enfants aussi, donc des couleurs, des personnages, des animaux. Donc, c'est vraiment important pour moi à la base que la couverture du livre représente le style qui était un style contemporain moderne, qui est un livre adressé aux adultes. Fait que là, d'où le nom Sœur des Ben. Donc, j'ai parlé, moi, j'ai travaillé avec une graphiste qui s'appelle Elora Boyer. Et puis, j'ai vraiment aimé mon expérience avec elle. On a eu plusieurs discussions avant qu'elle me présente des options de couverture. Donc, moi, j'avais préparé un mood board. Donc, avec voici ce que je pense en termes de police, en termes de couleurs, en termes d'image, inspiration, des couvertures que j'aime, des couvertures que j'aime moins. J'ai vraiment shooté avec le plus d'idées possibles. Puis après, je lui ai dit, crée quelque chose que tu penses qui pourra représenter ma vision. Donc, après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a présenté 3 couvertures. Et puis, dans les 3 couvertures, j'en ai choisi une. J'ai dit, oh, ouais, j'aime vraiment. Est-ce qu'on peut ajouter ci? Est-ce qu'on pourrait ajouter ça, tu penses? On pourrait peut-être déplacer ça comme ci. Elle a dit, ouais, puis je pense qu'on pourrait peut-être ajouter ça. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, Mhm. j'ai travaillé avec Elora Boyer, la graphiste, pour la couverture. C'est elle aussi qui a fait toute l'édition interne aussi. Des fois, on n'y pense pas, mais pour que le document Word passe de document Word à un livre, à l'intérieur d'un livre, c'est du travail également. Puis en plus,
Dans mon livre, il y a des messages textes, donc elle m'a fait Hmm. des bulles de messages textes également. Donc, il y a ma bio aussi. Fait que tout ça, elle a placé ça dans le livre. Donc, je pense que je réponds à ta question. C'est comme ça que Ouais, le processus de la super. couverture. Super. En 1 minute, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le lien entre la couverture et ton texte, si je peux dire ça ainsi? Parce que oui, tu as super bien répondu. Maintenant, quels sont les éléments que tu voulais? Bon, ben, Sœur d'ébène, donc c'est un recueil de nouvelles, donc 10 nouvelles qui parlent des relations interpersonnelles, toujours sous l'œil d'une femme, d'une fille, d'une personne âgée noire, vivant dans un contexte contemporain ou dans une ville qui pourrait être Montréal. Mhm. Donc, c'est un livre qui s'appelle Sœur d'ébène, parce que bon, c'est plusieurs femmes, mais c'est adressé pas seulement qu'aux femmes. Donc, tout le monde, les hommes, sont très encouragés à lire Sœur d'ébène également. Donc, comme c'est le point de vue féminin, donc on a une femme aussi, mais cette femme-là, si on regarde bien, on voit à travers genre, des silhouettes d'autres femmes. Donc, et on voit Mhm. ici une corrélation entre elles, donc d'où le terme sœur. Puis, bon, une femme qui a un afro, donc clairement qui a des belles lèvres, donc clairement qui est une femme noire. Et puis après, bon, les couleurs, il n'y a pas de particularité au niveau du choix des couleurs. Ça a tombé qu'il y a beaucoup de rouge. Rouge, c'est ma couleur préférée. Peut-être pour ça que j'ai choisi peut-être plus cette option-là que les autres. Mais en gros, voilà la couverture. Fantastique. Merci beaucoup. Puis au retour de la pause, on va parler plus en détail du livre, du recueil de nouvelles lui-même. On va plonger à l'intérieur. Donc, on va parler vraiment des thèmes abordés dans Sœur d'ébène. D'ébène. Donc, nous voilà, nous sommes de retour après la pause. Donc, nous voilà, nous sommes de retour après la pause. Donc, nous sommes avec Shana Aristide, auteur du recueil de nouvelles Sœur d'ébène, et vous écoutez Causer, la chronique culturelle afro de Montréal, qui est présentée chaque dernier dimanche du mois dans l'émission Les Dimanches d'Asma. Donc, dans toute la première partie de l'épisode, aujourd'hui, toute la première partie de la chronique, on a parlé en long et en large de Shana, de tout son processus d'écriture, tout son processus d'édition également. Et maintenant, j'aimerais vous inviter à plonger davantage à l'intérieur de ce magnifique recueil de nouvelles. Donc, première chose, si on plonge, on commence par plonger en surface, hein. On plonge, on brise la surface de l'eau. Donc, Sœur d'ébène. OK, rapidement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce magnifique titre? Donc, comme j'ai dit plus tôt, Sœur d'ébène, c'est un recueil de nouvelles qui parle des relations interpersonnelles, toujours sur le point de vue de la femme, de la fille, de la personne âgée, noire, qui vit dans un contexte contemporain. Donc, Sœur, pour moi, c'était une façon de parler des femmes. Euh, Mhm, mhm, on a, si je peux ouvrir une parenthèse là, il y a beaucoup de femmes qui ont ce concept comme de sororité, de proximité, d'entraide. Euh, J'entends souvent parler, on va dire, de la rivalité entre les femmes, mais franchement, moi, je suis surtout témoin du soutien qu'elles ont entre eux, que ça soit en termes d'amitié, de famille, mais générationnel aussi. mhm, On va à la base, là, souvent, la femme, elle va accoucher ou durant sa grossesse, après son accouchement, elle va être entourée de d'autres femmes, de sa mhm. mère, de ses tantes, de ses amis. Donc, pour moi, la femme, c'est ça, ce sont des sœurs, ce sont des personnes qui s'aiment et qui se soutiennent. Et ébène, donc, pour parler du bois d'ébène, la couleur noire de l'ébène, mais aussi de la solidité de tout ce qui est bois, tronc,
potomitan, Mhm. rassemblement, soutien de la famille, soutien Mhm. de Donc, pour faire court, c'est ça. Fantastique. Ah non, j'ai tellement aimé ton explication. Fantastique. Moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se reconnaissent à travers ça ou qui peuvent reconnaître des gens qu'ils aiment ou c'est un monde dans lequel ils auraient envie de se plonger. Donc, merci d'avoir partagé un peu l'explication du titre de ton recueil de nouvelles. Donc, si je lis un petit peu en arrière, on dit explorer 10 nouvelles révélant la richesse et la complexité de leurs relations. Donc, ça parle de maternité, d'ancestralité, de santé mentale, d'amitié, de lutte contre le racisme. Donc, plein de beaux sujets, OK? Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, par exemple, d'un de ces sujets-là qui te touche le plus? Maternité, ancestralité, santé mentale, amitié, lutte contre le racisme. J'aimerais bien aborder le sujet de l'ancestralité. Donc, pour moi, c'était bien de parler du lien qu'on a avec nos ancêtres et en même temps, ben, nos ancêtres, on a des ancêtres aussi qui sont plus proches, donc les liens qu'on a avec nos familles, avec Mhm. nos amis. Euh, donc, dans une nouvelle, précisément aussi, où est-ce qu'on, il y a la personnage principal qui passe du temps avec son grand-père qui tient un jardin, euh, Hmm. parle en créole avec elle, qui, elle, fait des efforts pour parler en créole avec lui. Donc, ça, c'est une nouvelle où est-ce que j'ai abordé le thème aussi. Il y a le lien un peu avec tout ce qui est le non matériel aussi dans cette nouvelle-là. Mhm. La personne Mhm. qui parle, elle a un lien avec sa grand-mère qu'elle n'a jamais rencontrée. Donc, Mhm. c'est ça. Fait que ça, c'est un sujet qui est important pour moi d'aborder parce que c'est ça aussi, ce sont nos ancêtres, ce sont nos grands-parents, nos parents qui nous ancrent aussi à la culture, mais encore plus quand on vit dans un pays qui est différent de celui dans lequel ils ont grandi. Donc, Hmm. pour moi, c'était important d'aborder ce sujet-là. Donc, dedans, on parle du lien qu'on a avec nos aînés, mais du lien aussi qu'on a avec la langue. Euh, Mhm. Tiens. Puis, quand vous allez lire Sœur d'Ébène, vous allez remarquer que la culture haïtienne est présente dans le livre. Donc, Mhm. par les expressions, par les plats qui sont mangés, par les chansons qui sont chantées, euh, par les petits détails subtils dans lesquels plusieurs personnes qui ont grandi dans un foyer haïtien ou qui ont côtoyé de façon proche ou non des Haïtiens peuvent reconnaître. Des petits détails, que ce soit des fois dans les coiffures. Donc, il y a un moment où est-ce que la fille elle se fait coiffer par sa mère. Donc, sa mère lui met des boules, elle trace le fond de sa tête, elle graisse ses cheveux. La petite fille qui a une belle robe en cette occasion spéciale, qui a des chaussettes à volant. Fait que c'est un peu des petits détails comme ça. La description de qu'est-ce qui se retrouve dans le jardin du grand-père aussi. Donc, les Nice. légumes qui fait pousser. Donc, voilà. Je suis vraiment contente. D'ailleurs, il y a une de mes nouvelles préférées qui s'appelle Zoa. Puis Mhm. tu parles aussi d'ancestralité là-dedans parce que ben, le personnage se rend sur Big Beach. Vous allez mieux comprendre quand vous allez lire. Se rend sur Big Beach. Et Mhm. là, vraiment, elle commence à danser, etc. Elle est hypnotisée par la musique. Elle danse et elle danse avec fierté la danse de ses ancêtres. Donc ça aussi, Mhm. c'est une façon de rentrer en communion, en contact en fait avec l'ancestralité par la danse, par la musique. Donc même si ce ne sont pas des gens qui sont nécessairement présents, comme tu l'as mentionné, avec nous, ben, ce sont des gens avec qui on est capable de communiquer, puis on peut sentir un lien, peu importe ce qu'on est dans le monde, peu importe ce qu'on est dans le temps, ce lien demeure présent. Donc c'est vraiment une belle façon très poétique de parler d'ancestralité. J'ai vraiment adoré. Maintenant, si on parle, moi je vais t'imposer un petit sujet maintenant. Si on Mhm. parle d'amitié maintenant, dans le Mhm. livre, comment ça se retrouve un peu l'amitié? Ben, il y a plusieurs nouvelles qui abordent le thème de l'amitié. Je Mhm, dirais que la principale, qui vraiment, le sujet principal, c'est l'amitié. Ben, principale, oui et non, mais qui parle beaucoup de l'amitié. Donc, la relation entre deux amis. mhm. C'est complètement malade. Des fois, je suis Complètement malade. désolée. Ah, je suis comme table de matière, je suis à la table de matière. C'est correct, c'est correct. Avant que je trouve la table de matière, mais c'est Mhm, complètement malade. Donc, dans la nouvelle Complètement malade, on a deux amis qui se retrouvent, qui passent du bon temps ensemble, mhm, qui ont des plans,
Et Mhm. puis, il y a un troisième personnage qui vient s'ajouter, donc qui est le copain d'une des personnages. Donc là, il va y avoir quelques interactions, puis on va vraiment avoir plus le point de vue d'une des amies, mais on peut quand même voir le point de vue de l'autre et Mhm. de l'homme également. Donc, ce thème-là, il est abordé d'une façon que je pense qui est réaliste, puis Mhm. auquel plusieurs personnes peuvent s'identifier ou ont déjà vécu une situation similaire. Puis, on amène un dilemme. Moi, je pense que l'objectif dans Sœurs d'ébène, c'est même dit dans l'introduction, c'est que les gens puissent lire le livre et se dire, ah ouais, ça, je connais. Ça, soit je l'ai déjà vécu, soit j'ai déjà vu des personnes le vivre et de se sentir moins seul, de savoir qu'il y a Mhm. d'autres personnes qui vivent ces situations-là et puis de voir comment d'autres personnes gèrent la situation également. Fantastique. J'aime bien cette nouvelle-là, en effet, parce que je pense que ça nous est tous arrivé ou ça arrive à beaucoup de gens qu'on connaît également. Mhm. Ce fameux third wheel qu'on dit en anglais, donc je ne sais pas si ça se traduit, si ça se traduirait en troisième roue, mais oui, Ouais. parfois, entre deux amis, peut avoir quelqu'un ou quelque chose qui s'immisce et là, et Mhm. voir la progression de l'amitié au travers de ce défi. C'est magnifique à voir également. Il y a une autre nouvelle que j'aime beaucoup. En fait, je les aime Mhm. toutes, comme vous savez. Je suis très objective, ne vous inquiétez pas. Donc, qui parle d'amitié aussi, mais d'une autre façon, comme dans les films. Ça, Oui. je pense qu'au total, ça a été une de mes nouvelles préférées, définitivement. Je ne sais pas à quel point je peux révéler les fins, là. Moi, j'ai envie, là. Faut donner aux gens envie d'aller lire le livre sans leur révéler la fin. Mais on peut parler en général de Mais ce que ça parle. Vas-y, oui, mais en fait, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est... la Hmm, fin. C'est la fin. exactement! Ouais. Comme si on peut donner envie aux gens d'aller regarder, comme dans les films, des fois, ça peut faire penser que les choses vont bien se terminer. Si on se dit les films à l'américain. Donc, Mhm. c'est de voir que chacune des décisions qu'on prend, ben, ça va mener à des conséquences. Puis des fois, ce sont des conséquences inattendues. Des fois, on pense pouvoir avoir plus d'une opportunité et des fois, on n'en a pas d'autres. C'est vraiment C'est ça! C'est tellement bien résumé, tu vois. Moi, je parle plus. Mais ce que je voulais rajouter, c'est en effet, on parle justement d'amitié dans cette nouvelle-là, on parle d'opportunités manquées, on parle Mhm, vraiment justement, et je pense que c'est propre au fait aussi aux nouvelles qu'ils appellent, donc cette fameuse chute, donc la dernière partie de la nouvelle qui fait toujours un petit « Oh! » Alors, c'est ça en fait, si vous lisez le recueil de nouvelles, 10 nouvelles que vous allez lire, 10 fois vous allez faire « Oh! » Et après, il faut passer à la prochaine parce que c'est tout, c'est fini. Donc, vraiment, très, très, très beau travail d'écriture. Et je pense que voilà, c'est une bonne leçon en fait pour chaque personne de toujours saisir les opportunités qui se présentent à nous. Ne mhm. jamais brûler tous les ponts parce que voilà, on ne sait C'est jamais la quand. façon aussi dont les ponts sont brûlés des fois. Parce que peut-être que Mhm, c'était pas la bonne opportunité, mais il faut aussi penser à nos comportements. Est-ce que c'était nécessairement même la bonne façon de faire? Donc, mhm, preuve d'ouverture également. Donc, mais bon, vous allez lire. Mais quand on parle, on a parlé d'amitié parce que c'est quelque chose qui se passe entre deux personnes, deux personnages qui se rencontrent à l'université. mhm. Fantastique. Bon, d'accord. Dernier thème, OK? Parce que tout pourrait, on pourrait passer toute l'heure à parler de chacun des sujets parce que non seulement dans le recueil de nouvelles, c'est super intéressant, mais à l'extérieur aussi, donc de comment chaque individu interagit avec chacun de ces sujets-là, c'est vraiment Mhm. super intéressant aussi. Donc, Ouais. si on parle de lutte contre le racisme, Mhm. j'aimerais savoir, dans ton recueil, comment ça se retrouve. Puis c'est quoi ton rapport aussi avec ça en dehors du recueil? Très bonne question. Euh, ben, à la nouvelle, ben, je te dirais que c'est quelque chose qui est abordé de manière plus franche dans Café Crème, Mhm. mais euh, un peu plus subtilement, je dirais, dans Je me suffis.
Je me suffis. Déjà là, écoutez ça. J'adore ce titre. Je me suffis. Mhm. Donc, dans Café Crème, donc le personnage principal travaille dans un café et puis est témoin d'un acte où est-ce que il y a quelqu'un en position d'autorité qui porte un discours condescendant à une personne noire. Mhm. Mais des fois, les gens vont dire, ah ouais, mais est-ce qu'on est sûr? Mais dans ce cas-ci, donc c'est clairement dit, c'est clair Mhm. que la Mhm. personne, ses actions sont comme ça et la manière dont elle agit envers cette personne-là sont très, très, très fortement influencées par la couleur de peau de la personne, de l'autre personnage. D'accord. Donc, quand je parle de lutte contre le racisme, dans Mhm. cette nouvelle-là plus précisément, c'est une façon de dire que les luttes sont pas faites que lorsqu'on fait des manifestations, mais Mhm. comment est-ce qu'on agit quand on est témoin de choses qui sont inacceptables. Donc, puis, dans cette histoire-là, dans cette nouvelle-là, on voit aussi le fait que malheureusement, c'est un combat Mhm. Mhm. qui Mhm. est en continu, qui date de très, très loin et qui n'est malheureusement pas prêt de s'arrêter demain. Donc, il y a encore du travail à faire. Donc, c'est bien de s'éduquer pour avoir les outils pour ne pas accepter ce genre de comportement-là tout en étant calme, Ça, c'est difficile. C'est difficile. confiant, ouais, confiant dans nos Mhm. propos. Mais moi, souvent, j'ai l'impression que c'est comme lorsqu'on crie, lorsqu'on s'énerve, ben, tout ça, là, toute cette gestuelle, toute cette émotion, Mhm. malheureusement, parce que moi, je comprends aussi, là, moi aussi, je suis en colère, mais ça fait que le message passe pas de la même façon. Hmm. OK. C'est ça. Puis, dans Je me suffis, à ce moment-là, par exemple, c'est plus la perception, peut-être je sais pas si je pourrais qualifier ça de micro-agression Mhm. de la part d'un enfant. Donc, la personnage principale dont Je me suffis, c'est un enfant. Donc, Hmm. elle fait face à cette situation-là. Wow. Donc, encore un bel exemple de l'intergénérationnalité dont tu parlais précédemment. Ouais, ouais. C'est vraiment touchant parce que, en effet, comme tout à l'heure, on a mentionné que tout le monde peut se retrouver dans les histoires ou des gens qu'on connaît, mais c'est intéressant aussi de soi-même retrouver son enfance, son adolescence, son présent, son propre futur. Donc, soi-même faire un voyage à travers le temps en lisant tes nouvelles. Je trouve ça vraiment, vraiment fantastique. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport à ton rapport à toi, par rapport à tout ça, à la lutte contre le racisme dans la vraie vie? C'est quoi peut-être que tu penses par rapport à ça? Que c'est un Mhm. débat, une lutte Mhm. qui est là, puis c'est à tous les jours, day to day. Mhm. Mais je dirais Mhm. que notre force, c'est de savoir d'où est-ce qu'on vient et d'être fier de Mhm. nous, fier de ce que nos ancêtres ont accompli et de Mhm. nous être en paix avec qui on est. Je pense que dès qu'on part de ça, c'est déjà plus facile de naviguer à travers le monde qui, Mhm. par les médias traditionnels, des fois, ne cessent de nous dire que nous ne sommes pas assez. Donc, moi, je dirais que j'ai beaucoup appris, surtout à travers le Centre Toussaint, à travers ce que le Centre Toussaint partage dans ses locaux, mais aussi à travers les multiples plateformes sur lesquelles le Centre Toussaint est. Mhm. Et, moi, comme j'ai dit, j'étais en congé maternité, donc j'ai une fille qui va avoir 3 ans. Et puis, Bravo! un lieu qu'elle a fréquenté, qu'elle fréquente, mais que je veux qu'elle fréquente encore plus parce que je veux qu'elle sache qui elle est pour qu'elle puisse se suffire, puis qu'elle puisse Hmm. être en mesure d'affronter le monde et d'avoir un bon bagage en sachant ce que ses ancêtres ont accompli et qu'est-ce que tous les gens comme elle ont accompli, continuent d'accomplir à ce jour, puis Hmm. qu'elle sache qui elle est, qu'elle soit contente de qui elle est, puis qu'elle s'entoure des gens qui vont la respecter. Wow! C'est tellement bien dit. Wow! En même temps, ça touche un peu ma prochaine question, mais ça va juste s'adresser à à un autre public parce que ma prochaine question, c'était quel impact
tu espères que Sœur d'Ébène aura sur les lecteurs, en particulier ceux qui peuvent partager les expériences qui sont similaires à celles des personnages. Donc là, on a parlé de ta fille, mais maintenant, n'importe quel lecteur, c'est quel impact que tu voudrais que cet ouvrage-là ait sur eux? Moi, je pense que c'est de rassembler, de sortir un peu de la solitude, Mhm, de voir qu'il y a d'autres personnes, euh, il y a des personnages fictifs dans des livres qui vivent les mêmes expériences que eux, donc un devoir de représentation qui commence vraiment à faire beaucoup, à être là, mais qui mhm, n'est pas assez là. C'est surtout là en tant qu'auteur noir, auteur d'origine haïtienne, auteur francophone également, mais aussi pas seulement juste à travers les histoires, mais à travers moi aussi. Pouvoir dire, regarde, I did it! mhm. Et j'ai pas étudié là-dedans et je me suis entourée et il y a une communauté qui est là pour les aider. Moi-même, là, je vais m'écrire, communiquer avec moi à travers les réseaux sociaux, ça me fait plaisir de donner des trucs. Donc, je dirais que qu'est-ce que je veux faire, c'est vraiment de permettre aux gens de pouvoir s'identifier à travers Mhm. à travers mon parcours, à travers l'œuvre dans son entièreté. Je suis inspirée, ne serait-ce que un petit peu. Wow! Non, mais je pense que le travail est accompli. Déjà, moi, j'entendais au lancement des gens dire, ah, c'est bien, moi aussi, je voulais faire quelque chose. Peut-être que, ouais, en fait, ça pousse nécessairement à la réflexion, ça pousse vraiment, en fait, à passer à l'action. Puis je pense que de tels sujets, en plus, moi, je pense qu'il n'y a aucun de ces sujets-là dont on n'entendra jamais assez parler. Par exemple, la Mhm. maternité, combien de femmes disent que malgré tous les livres qu'on lit, est-ce qu'on n'est jamais prêt? Est-ce qu'on parle assez de santé mentale? Est-ce qu'on ne parle pas assez de ces sujets-là? Puis de les aborder avec diverses perspectives. Ça va toujours être vraiment plus que nécessaire dans la société dans laquelle on vit actuellement. Alors, merci pour cette belle œuvre, merci pour ce beau travail, merci pour tout le cœur que tu y as mis aussi. Merci. OK. Est-ce que, il y a une expérience personnelle dans ta vie? Peu importe le sujet, ça peut être la maternité, ça peut être l'amitié, ça peut être les préjugés, la force des femmes, le pouvoir de l'amour. Est-ce qu'il y a une expérience personnelle? Ben, tu as parlé un peu plusieurs fois du fait que tu as été maman, mais Mhm. que tu es maman, que tu es devenue maman, en fait, c'est le terme que je cherchais. Mais voilà, comment est-ce que ton expérience personnelle est venue influencer ton écriture? Euh, Comment est-ce que mon expérience personnelle est venue? Je pense que principalement, c'est par les sujets que j'ai choisi OK. d'aborder. Donc, ce que moi, je trouvais qui était important qu'on en parle. Mhm. Donc, la maternité, si on peut dire, par exemple, moi, je trouve que euh, les femmes qui ont de la difficulté à tomber enceinte, Hmm. euh, c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, Hmm. qui est un tabou. Puis souvent, si je peux parler dans les communautés noires, souvent, Hmm. on peut poser des questions qui sont un petit peu indiscrètes. Donc, Hmm. qui va être, c'est pour quand le bébé, Hmm. l'âge avance, blablabla. Donc, j'ai choisi de parler de ça avec le point de vue d'une femme qui essaie d'avoir un enfant et qui peut pas, puis qui vit cette douleur à l'intérieur d'elle Hmm. de ne pas être en mesure de faire ce que son corps est censé pouvoir faire. Donc, il y a Wow. cette question de, je suis une femme, je suis censée pouvoir enfanter, pouvoir porter un enfant. Donc, si je fais pas ça, est-ce que mon corps est là juste pour plaire à l'homme? Donc, Hmm. de cette femme-là, dans l'histoire, elle vit ce dilemme, elle vit ce problème non seulement en elle-même, mais Mhm. dans son couple. Puis, il y a les gens qui savent pas, puis qui viennent poser des questions et un peu Wow. Hmm. mettre le Hmm. Hmm. dos dans la plaie. Donc, la nouvelle maman, c'est ce de quoi elle parle. Et c'est un sujet qui était super important pour moi d'aborder. Mhm. Euh, Puis, en plus, je l'ai abordé, je me suis un petit peu amusée là, dans cette nouvelle-là. Donc, un Mhm. petit peu un contexte plus poétique. Mhm. Donc, voilà, ça, c'était un sujet que je voulais aborder. Tous les sujets, donc la relation aussi qu'on a avec les aînés, euh, Mhm.
j'ai remarqué, puis je parlais avec une cousine, puis on se disait, j'ai participé à un projet aussi, puis je voyais à quel point les générations sont segmentées, les jeunes restent avec les jeunes, les moyens restent avec les moyens, les vieux restent avec les vieux. Et on a tellement à apprendre de chacune des générations, de chacune des Gen Z, comme des millennials, comme des baby boomers. On a tous quelque chose à apprendre l'un de l'autre. Donc, Mhm. c'était, comme on voit dans le grand, de prendre le temps de se parler. Wow. Continuer J'adore comme ça. ça. Ouais. J'adore ça. Tu pourras compléter ce que moi j'ai à dire, mais ce que j'ai vraiment aimé avec ton recueil de nouvelles, c'est justement la présence de la culture haïtienne. D'ailleurs, c'est ce que moi j'adore, c'est ce que j'aime promouvoir, c'est ce que à CPAM on veut promouvoir, c'est Mhm. ce que le Centre Toussaint veut promouvoir. Donc, tout ici se rejoint aussi avec la culture haïtienne, la culture afro. Mhm. Pourtant, quand on lit tes histoires, je veux dire, les histoires de maternité, j'avais envie de dire international, mais c'est quoi? C'est une expérience qui est humaine, en fait. Exact. Quand on parle de santé mentale, c'est une expérience qui est humaine. Donc, n'importe qui lit le livre va pouvoir s'y retrouver, mais la culture haïtienne est comme un petit, une petite cerise sur le sundae. Mhm, Est-ce que mhm. c'est intentionnel? Oui, c'est intentionnel. Euh, Parce que comme tu as dit, toutes ces expériences-là, ce sont des expériences qui sont humaines, c'est des expériences auxquelles tout le monde peut s'identifier. C'est juste que pour moi, c'était important d'y ajouter cette cerise. Je me dis que ça pouvait pas être une œuvre signée Chana Steele s'il n'y avait pas la cerise. Parce que cette cerise-là, elle fait partie de ma vie, la culture Hmm. haïtienne, et je voulais la mettre en valeur. Puis je voulais aussi, bon, il y a des mots, il y a des phrases, il y a des passages qui sont en créole haïtien, mais qui sont écrits en créole haïtien. Donc, après, on peut aller en note de bas de page pour avoir la traduction. Fait que je voyais aussi comme une façon d'intégrer la culture haïtienne à des gens qui ne la connaissent pas. Donc, Mhm. c'est ça. Sœur des bennes, c'est pour tout le monde. C'est pour les Haïtiens, c'est pour les non-Haïtiens, c'est pour les femmes, c'est pour les hommes, c'est pour les adultes. Yes. Bon, monde et tout ça. Donc, oui, tout le monde peut s'identifier à ces histoires-là. C'est le point de vue qui est différent, mais je Mhm. veux dire, on passe tous à travers des fois des situations difficiles en amitié, Mhm. des périodes où est-ce que la santé mentale n'est pas à son meilleur. On a tous des grands-parents. On peut penser, Mhm. on a tous un lien aussi entre ça avec notre culture, qu'elle soit haïtienne ou pas. Donc, Mhm. c'est universel. Ouais, j'adore ce mot. Donc, c'est vraiment une œuvre qui est universelle. Quel conseil donnerais-tu à d'autres qui cherchent à écrire sur des sujets qui sont aussi profonds? Bon, le conseil numéro un, mais comme je vais donner un deuxième, c'est just do it. Juste fais-le. Nous ne sommes pas sponsorisés par Nike, Oh mais... mon Dieu! Non, mais non, mais non. Vas-y, fais-le pour toi. Mais il faut le faire. Ouais. Numéro un. Le conseil numéro deux, c'est s'entourer de personnes qui sont déjà écrites, soit veulent écrire. Parce qu'après, quand on fait face à des difficultés ou qu'on a des questions, ben, on a une communauté qui peut nous aider, qui peut nous aider à nous en sortir, puis auquel on peut s'identifier aussi. Je pense que l'être humain est pas fait pour vivre seul, Mhm. s'entourer, et puis s'entourer de bonnes personnes, ça fait toute la différence. Donc, je dirais non seulement le faire, mais d'essayer de voir est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose, que même s'ils écrivent dans un genre totalement différent, à la base, publier, écrire, ça revient tout au même. Une expérience qui est très similaire, en effet, pour chacun. Bon. Parfait. Maintenant, j'aimerais bien que tu partages avec les auditeurs une petite partie, un petit paragraphe, un petit bout de texte qui vient vraiment, ben, que tu aimes. Je sais que c'est difficile parce que tu as mis ton cœur, tu as mis ton âme dans chacun de ces mots. Mais pour les personnes qui écoutent aujourd'hui à la maison, qui sont dans leur voiture, qui sont à la maison, dans leur lit, qui sont en train de faire la vaisselle en ce moment, est-ce que tu pourrais faire une petite lecture pour les plonger un petit peu plus dans ton univers? Bien sûr. Comme tu as dit, je pourrais tout lire là. C'est sûr que là, un extrait, ça donne pas tout, mais ça peut donner un petit quelque chose, un petit Mhm. amuse-bouche. Donc, c'est drôle en plus parce que tu as parlé de passages que j'avais choisi. Donc, Mhm.
plonger dans la nouvelle qui s'appelle Zoa. Bon choix, C'est bon un choix, peu... bon choix. Désolée. C'était une pause dramatique. Je pensais que tu cherchais la page. Là, je l'ai dit, on va meubler un petit peu. OK. C'est un groupe de l'auberge qui a accepté de me déposer à la plage. Le soleil est posé bas dans le ciel. J'enlève mes sandales, traverse Little Beach pieds nus et monte la colline qui la sépare de Big Beach. Une foule danse déjà au son des tambours. Vêtues que d'un paréo noué à la taille, plusieurs femmes dansent et rient à gorge déployée. Un enfant nu me tape la cuisse. Avant même que j'aie le temps de lui répondre, il court vers l'océan, suivi de sa mère, tout aussi dévêtue. J'enlève mes shorts et mon t-shirt moite pour dévoiler mon maillot de bain blanc. La plage est large et entourée d'arbres matures, laissant paraître leurs robustes racines. Le son des vagues me guide vers la foule, pendant que la brise me calme. Puis les quelques rayons de soleil, restant de la journée, créent une ambiance feutrée où tous les sons sont doux. Au loin, Kitty me fait signe de la main. Je la rejoins, elle et le groupe de musiciens avec qui elle est assise. Un à un, je pose 2 becs sur les joues des hommes et des femmes du groupe en me nommant. Bonsoir, moi c'est Zoa. Sur Big Beach place une énergie légère et chaque parcelle de mon corps peut l'absorber. Nous sommes tous assis à admirer le paysage au moment où Kitty se lève et se met à chanter. Nandomi ou joindre-moi. Nandomi ou bam la vie. Tant kou la ligne ou ap veye sous moi. Ou montrer qui côté pour m'aller. Elle chante fort et ses mots vont loin. Un cercle se forme autour d'elle et mon corps, sans que je lui ai demandé, m'amène au centre du cercle. Debout juste à côté de Kitty, la musique prend possession de mon corps. La mélodie des tambours entre par mes oreilles, passe par mon cœur, traverse mes tripes, mon bassin fait rouler mes fesses dans un mouvement doux. Mon corps s'approprie chacun des battements de tambour, chacun des mots chantés. Le mouvement part de mes épaules et comme un oiseau, mes bras se déploient. Comme les vagues de l'océan, mon corps s'ondule de ma tête jusqu'à mon bassin, tel un serpent. Je tourne tout autour de Kitty. Les musiciens suivent chacun de mes mouvements et le cercle de spectateurs s'agrandit. Hypnotisé par cette symphonie, je sors de mon corps et me vois danser avec fierté la danse de mes ancêtres. Wow! Merci beaucoup pour cet extrait, Shana. Merci. Donc, j'espère que tout le monde à la maison, vous êtes aussi enchantés que nous le sommes ici en studio. Et avant de partir, Shana, est-ce que tu pourrais dire aux gens, est-ce que tu as un dernier mot? Puis est-ce que tu pourrais dire aussi aux gens où te trouver, où trouver Sœur d'Ébène? Parfait. Ben, d'abord, merci, Slide, de m'avoir reçu aujourd'hui. Je suis bien contente d'être sur les ondes de CPAM, excuse-moi. Vraiment contente d'avoir l'opportunité de partager mon histoire, mon expérience euh, à l'auditoire. Donc, Où te retrouver, où acheter le livre maintenant? ouais, oui, un dernier mot que je voudrais dire, c'est ça. Mhm. S'il y a un message que je peux passer aujourd'hui, c'est de dire à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui d'oser croire en leurs rêves et de foncer. Donc, si c'était le signe que vous attendiez, le voilà le signe. Il faut y aller. On y va. Yes, merci, c'est très inspirant. Sinon, pour me retrouver, vous pouvez me retrouver au chanaristyleauteur.com. Mon livre est en vente sur mon site web. Abonnez-vous à l'infolette pour être au courant de tous mes passages à travers les salons du livre, dans les émissions, etc. Et puis sinon, je suis sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, Shana Aristil Auteur. Donc, Shannaaristil, auteur avec un E. Merci beaucoup, Shana. Merci à toi. Donc, on finit en musique, comme d'habitude. Donc, on finit en musique, comme d'habitude.